aujourd'hui, on n'est pas capable de suivre financièrement. C'est-à-dire qu'en gros, les Américains, leur modèle, et les Chinois c'est pareil, c'est de dire je vais mettre 500 milliards sur la table je vais payer tellement de mecs qu'il y en a forcément un qui va trouver un truc. Donc on pourrait se dire écologiquement c'est quand même pas la fête, mais c'est pire que ça. Est-ce que tu penses pas que, à force aussi de se poser trop de questions d'éthique, trop de questions culturelles, on va se faire tuer en fait? On peut créer des solutions pérennes, open source, on est plus communautaire, on a quand même un esprit social plus important, donc on peut s'entraider, les projets open source marchent bien en Europe, mieux que dans le reste du monde. L'usage, hein, on vous fait bosser en fait. Quand vous cliquez sur un client quelque part en réponse à un moteur de recherche, vous bossez pour le moteur de recherche. Et en fait, c'est cet usage qui est malin. C'est-à-dire qu'on a remplacé des capacités d'annotation humaine qui étaient limitées, qui sont payées toujours, hein, que ce soit Google ou n'importe quel moteur d'IA, ils payent des gens pour réannoter correctement les trucs qui marchent mal. Hein, vous le savez. On va ouvrir à partir de l'année prochaine, il y aura des modules, notamment initiation au game design. Il y aura un module d'initiation à Unity. Bref, on va commencer à mettre des modules en ligne. Bienvenue les Under. Donc aujourd'hui encore, on reçoit un poids lourd du secteur. On peut dire ça comme ça. Donc Axel, qui est donc professeur enseignant au CNAM Engmin sur le parcours jeux vidéo. Il a un doctorat en IA, il a une chaire en médias interactifs, mais tout ça, on va le revoir petit à petit. Donc déjà, bienvenue Axel sur la chaîne. Eh ben, merci, c'est super d'être ici. Enchanté, moi je suis très 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 content. On s'est déjà croisé avec Axel, on a déjà échangé. Et puis bah c'est quelqu'un de très sympa et de très cool, vous allez voir ça. Donc comme à l'accoutumée sur la chaîne, on va voir ton parcours, qui tu es, d'où tu viens, ton parcours familial, on va parler de l'école, on va parler IA forcément, on va parler de la crise du jeu vidéo. Mais avant de rentrer dans tous ces éléments-là, on va faire le rituel de passage de la chaîne. Donc on va commencer par essayer de comprendre quel gamer déjà tu es. Donc première question, très classique. Demain, tu te retrouves sur une île déserte, tu pars pour 10 ans. Quel est le jeu que tu emmènes? Quel est pour toi le meilleur jeu de tous les temps? Celui que tu emmènerais avec toi? Et pourquoi? Alors, le meilleur jeu de tous les temps pour moi, c'est celui qui m'a laissé le plus de souvenirs. C'est Alone in the Dark. C'est pas tout jeune. C'était le début de la 3D à l'époque. C'était un jeu d'aventure très sympa. En plus, mythe Lovecraftien derrière, donc c'est un mythe quand même assez exceptionnel. Et les intrigues, l'aventure, l'ambiance, tout ça, ça a marqué je pense une ère des jeux d'horreur et des jeux qui allaient venir après. Et voilà, pour moi, ça a été vraiment un super jeu. Je me garde un souvenir ému. Ok, grand classique, culte, avec toutes les bonnes références. Parfait. Est-ce que je suis malheureusement un vieux joueur? C'est ça le problème. Oui, mais on commence tous à un moment donné à être un vieux joueur. On commence tous jeunes joueurs et on finit tous vieux joueurs. Donc, deuxième question, c'est quoi le dernier jeu, donc le plus récent? Alors, quand je dis ça, ça veut pas dire un jeu récent, encore une fois, parce que souvent les jeux disent, ah, les jeux récents, je sais pas. Non, mais la dernière fois qu'un jeu t'a vraiment scotché, alors que ce soit pour, je sais pas, un rendu, ou que ce soit pour une mécanique, pour que ce soit de la tech, peu importe, le dernier jeu qui t'a vraiment mis une baffe dernièrement. Alors, parce que j'adore les univers cyberpunk, le dernier jeu qui m'a mis une baffe, c'était Cyberpunk 2077. Moi, j'ai pas de console, j'ai joué sur PC, donc. Et encore, j'y ai pas joué autant que je voulais. Voilà, l'univers est quand même super bien retranscrit. Je suis aussi un fan de jeux de rôle, donc j'ai joué à Cyberpunk, à le jeu de rôle, quand j'étais plus jeune. Et je trouve que l'univers est super bien retranscrit, les personnages sont intéressants, riches, l'histoire est sympa, la liberté d'action est super. Enfin, bref, après, je joue moins souvent maintenant, donc c'est vrai que j'ai moins de choix. Il y a plein de jeux indépendants, là je cite un peu des super gros jeux, mais malheureusement j'ai moins le temps de jouer et du coup je joue moins à des jeux moins AAA, quoi. Bah, déjà, ça rassure, parce que, tu sais, dans la crise et tout actuelle, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai que beaucoup de gens ont dit, ouais, nous, nos patrons, en fait, le problème, c'est qu'ils jouent pas aux jeux, tu vois. Bah, au moins, tu nous rassures, parce que toi, tu enseignes les jeux vidéo, mais tu as quand même une culture et tu es quand même un gamer quand même dans l'âme, donc c'est très rassurant pour tout le monde, je pense. Ok, troisième partie de la partie game. Si on devait parler de temps d'écran, donc temps de jeu,
quel serait le top 3? Alors, des fois, les gens n'en ont qu'un, des fois, les gens, ils en ont 4. Bon, Ah, moi j'en ai plein. voilà. Mais quel est le top 3 des jeux sur lesquels tu as passé le plus de temps de jeu en termes d'heures? Alors, je saurais pas les distinguer, faut pas avoir un ranking particulier, mais on va dire Civilisation. Je pense que j'y ai passé un temps entre tous les volets de Civilisation, que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4, 5, 6. J'ai pas joué au 7 encore, mais j'ai passé un temps colossal. Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Donc ça remonte, c'est des années 80. Jeu d'aventure, c'était la grande ère des jeux d'aventure à la avec Day of the Tentacle. Et Zack McCracken, c'est un jeu colossal où on joue plusieurs personnages à un moment. Il est hyper long. Bref, là aussi, j'ai passé des plombes. Ouais. Et puis les Elder Scrolls. Ouais. Moi, j'ai joué à Arena, évidemment, le premier. Mhm. Après, j'ai joué à Daggerfall. Et après, j'ai enchaîné. J'ai arrêté à Skyrim parce que j'avais plus le temps. C'est une question de temps disponible. Mais les 3 premiers, j'ai joué quand même à fond. Super, donc assez Et il éclectique. faut pas dire à mes parents combien d'heures j'ai passé sur chacun parce que Ils vont être fous. ce serait pas décent. Alors justement, on va enchaîner sur la partie un peu parcours, on va revenir à zéro. Brrr, voilà. Donc, explique-nous un petit peu qui t'es, quel âge t'as, quel est ton parcours d'enfance, scolaire, et surtout, quelle a été la place du jeu vidéo dans ta famille? Parce que c'est vrai que cette question est super intéressante parce que moi j'ai eu tous les cas jusqu'à présent, donc des gens où c'était totalement interdit, donc je pense que c'est une question intéressante. Donc fais-nous un petit débrief, on Parfait. va dire, sur qui tu es, voilà, pour qu'on te connaisse un peu mieux. Eh ben, je suis né en Savoie. J'ai vécu longtemps à Lyon et dans la région lyonnaise. Euh, Mes parents sont relativement aisés, ce qui m'a permis d'avoir droit à des études privées. On verra ça juste après. Tant que j'avais des bonnes notes, mes parents me laissaient faire un peu ce que je voulais, en gros. J'ai toujours aimé l'informatique depuis tout petit. J'ai eu mon premier ordinateur en CM2. J'ai commencé à programmer sur l'ordinateur de mes parents qui était un C2I au Néo-Elbul dans leur bureau avec les écrans verts en texte. Avant le CM2, à faire des systèmes de fiches de paye, bref, sur des tableurs. Enfin. Et puis après, j'ai eu un MO5 en CM2 et j'ai toujours commencé à programmer. Et dès là, j'ai voulu faire de l'IA. Donc je voulais avoir un visage qui me parle, avec qui je pouvais parler dès très jeune, quoi. Donc c'est vrai que souvent les jeunes ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans leur vie, mais alors moi, ça n'a jamais été un souci. J'ai toujours voulu faire. J'ai eu la chance. Mes grands-parents étaient... Mon grand-père était très geek. Et donc il ramenait tout le temps des gadgets. J'ai une console Seb, console de jeux vidéo Seb, que j'ai donné à un ami à moi, Thierry Perrault, parce qu'il collectionne les consoles. Bref, voilà. Donc j'ai toujours baigné dans le geek. Et du coup, je me suis intéressé à l'informatique très jeune, hein, CM2. Moi, j'ai plus de 50 ans, donc ça veut dire que ça date. Tout au début, c'était une époque où on pouvait jouer à tous les jeux vidéo qui sortaient. C'est plus le cas maintenant. Et puis, j'ai eu un parcours scolaire. Moi, j'ai pas trop de soucis avec les maths, donc du coup, c'était plus simple pour moi, on va dire, le parcours scolaire. Après, à l'époque, il n'y avait pas de licence informatique. Donc, si on voulait faire que de l'info, enfin, c'était une option de licence maths. Si on voulait faire que de l'info, fallait aller dans des écoles privées. Et donc, j'ai eu la chance que mes parents me payent l'EPITA à l'époque. L'Epitech n'existait pas encore, hein, tout ça c'est vieux. Donc c'était encore l'Epita du début du Moussel, pour ne pas le citer, qui était le directeur à l'époque. On avait un craie dans la cave de l'Epita, enfin c'était un truc un peu de fou. Et voilà, donc j'ai continué d'apprendre à coder à l'Epita pendant 5 ans. Et puis j'ai travaillé à la fin chez Cryo pendant mon stage. C'était sympa. J'ai fait un DEA à Paris 6 parce que je voulais faire une thèse en fait. Je me suis dit l'IA dans les jeux vidéo, je suis sûr qu'on peut améliorer des trucs, et on peut faire mieux que ce qui se fait. Et donc, comment on pourrait faire ça? Et donc, je me suis dit, je vais faire une thèse. Donc, je fais un DEA parce qu'en sortant de l'EPITA, j'avais pas, enfin, en gros, les labos voulaient pas me prendre, il fallait que je fasse un DEA avant. Donc, je fais un DEA à Paris 6 en informatique, en IA.
Sachant que l'aspect que j'avais pris à l'EPITA, c'était déjà l'IA. Et du coup, après, j'arrive en thèse. Bon, je passe les détails techniques, mais je fais une thèse à Léonard de Vinci, à l'IM. Et sous la direction d'un ami, Jean-Claude Dedin. Parce qu'en fait, comme j'avais mon sujet, fallait que je trouve un labo qui accepte mon sujet, quoi. Moi, j'avais une idée très claire de ce que je voulais faire, donc il fallait que je trouve quelqu'un qui dirige cette thèse. Et donc voilà, donc je fais une thèse et pendant 4 ans et demi, j'essaie de comprendre pourquoi, comment faire des IA mieux dans les jeux vidéo. La thèse se termine, on est en 2003, janvier 2003, et à la suite de ma thèse, j'ai créé donc un système qui permet de faire des IA pas mal dans les jeux vidéo. Et donc je dis ce serait sympa de voir si on pourrait pas créer une boîte autour de ça. Et donc un copain à moi avec qui j'avais bossé pendant ma thèse m'accompagne, Jérôme Moibian. Et donc du coup à deux, avec Denis Raffin qui était là en support, on monte la boîte à 3. Je bossais dans le coin du bureau de Jérôme pendant 1 an. On n'avait pas d'argent, hein, donc on faisait ce qu'on pouvait. Et Jérôme a accepté de prendre les risques, donc il a bossé sans être rémunéré pendant 1 an. Et puis au bout d'1 an, on fait un outil graphique qui permet de faire des IA dans les jeux. Et puis coup de bol, on signe avec Ubisoft. Et donc on bosse avec Ubisoft Annecy sur les bots de Splinter Cell Double Agent. Magnifique. Donc on fait des bots sympas qui apprennent ce que fait le joueur, qui apprennent ses stratégies, qui s'adaptent, qui se coordonnent, qui sont capables de jouer avec des humains avec eux, ou alors qu'entre eux. C'était assez sympa. Et puis au fur et à mesure, là je commence à prendre mon bâton de pèlerin et à essayer de vendre notre truc d'IA. On en venait de signer avec Ubisoft, on se disait que toutes les portes étaient ouvertes. Alors c'est vrai que ça a ouvert beaucoup de portes. Donc, j'ai fait peut-être 200 studios. Donc en gros, ma vie c'était je passe 2-3 jours dans chaque studio. J'essaie de les convaincre qu'on pouvait résoudre tous leurs problèmes avec notre système d'IA. Donc les gens me disaient c'est ça notre problème, est-ce que tu peux le résoudre? Donc en 2-3 jours, j'essaie de résoudre leurs problèmes avec notre système d'IA, de l'intégrer dans leur jeu et tout. Donc j'ai passé quelques années de ma vie à faire des studios, à intégrer notre système d'IA dans leur jeu et à essayer de résoudre leurs problèmes d'IA. Et puis c'est là qu'on s'est rendu compte que le secteur du jeu vidéo étant tel qu'il est, en étant vendeur de middleware, on est tout au bout de la chaîne alimentaire du marché. Déjà les studios ils galèrent, donc nous on est encore derrière, donc c'est encore pire. Donc on a participé à plein de projets, du coup j'ai connu plein de studios de jeux vidéo puisque je suis passé un peu partout. C'était l'époque où encore bon bref, une époque où j'ai fait un peu toute l'Europe, parfois pas mal de studios. Et finalement, on a changé notre fusil d'épaule. On faisait que de l'IA décisionnelle, nous, donc pas du Pathfind. Et puis toutes les boîtes nous disaient, ne faisait pas de Pathfind, il vous faut du Pathfind. Et donc on décide de développer un petit truc de Pathfind comme ça pour mettre en plus, quoi, histoire de satisfaire les gens qui voulaient, ne voulaient pas acheter nos outils. Et puis on met le truc en ligne, donc on pouvait charger un fichier Collada à l'époque, c'était le format de Sony pour les fichiers 3D. Et donc c'était un petit exe, vous pouvez le télécharger, on pouvait mettre n'importe quel fichier Collada, combien de mecs on voulait dans le fichier, et automatiquement ça analysait le décor et ça mettait les mecs et ça leur tirait des destinations aléatoires et les mecs se déplaçaient comme ça automatiquement dans le décor. Et coup de bol, on est repéré par Disney. Disney États-Unis qui nous dit c'est pas mal le truc de simulation de foule là. On cherche un truc, on a bossé avec Massive parce qu'on vient de racheter Pixar. Donc une petite boîte. Comment? Une petite boîte. Une petite boîte là qu'on a racheté vite fait. Et donc Massive, le problème de Massive, c'est que ça fait pas des trucs très réalistes. C'est très chouette pour les scènes de cinéma, mais quand nous on veut simuler les parcs d'attractions, en gros, on veut simuler nos parcs, il nous faut un truc réaliste. Et donc en 2007, on a commencé à bosser avec Disney et ça s'arrêtera en 2013. Et donc on a créé un simulateur de foule. Et c'est là qu'on s'est dit, il y a des marchés qui payent mieux que le jeu vidéo. Et donc c'est là où la boîte a changé son fusil d'épaule. Donc c'est une boîte un peu particulière dans laquelle en gros on fait de la recherche sur contrat. Donc les gens nous payent pour faire de la recherche à leur place. En IA en général et en IA décisionnelle plus particulièrement. Et donc du coup qu'est-ce qu'on a fait? On fait la voiture autonome pour Stellantis là en ce moment. Donc depuis 2014, ça fait 10 ans qu'on travaille sur leur voiture autonome, qui est pas mal. Voilà. Et entre parallèles, j'ai toujours donné des cours pour gagner ma vie. Déjà pendant que je faisais mes études, et puis après pendant ma thèse. Et puis j'ai continué de donner des cours, c'est un truc que j'aime bien faire.
Et je crois que par hasard, Stéphane Natkin, au début des années 2000, qui me dit, tiens, je viens de monter une formation, un DESS à l'époque sur le jeu vidéo. Est-ce que tu voudrais pas donner des cours d'IA pour le jeu vidéo, puisque c'était un peu mon domaine. Et donc c'est là que j'ai commencé à enseigner à l'Engmin. Donc le DESS venait de se créer en 2001 et moi j'ai enseigné en 2002-2003, donc j'ai raté la première promo. Et depuis, j'ai toujours enseigné à l'Engmin. Et donc en 2008, Stéphane avait une opportunité, il a réussi à avoir un demi-poste, et donc il me dit, tiens, est-ce que ça t'intéresserait de t'impliquer un peu plus dans l'Engmin? Et donc en 2008, je lui dis, bah ok, pas de problème, j'aime bien l'Engmin, c'est une école cool, donc je m'investis un peu plus. Et puis en 2020, en 2018, Stéphane Natkin part à la retraite, et du coup, moi j'avais déménagé à Angoulême entre temps, donc j'étais bien investi dans l'école, même si ma boîte continue de tourner à côté, enfin notre boîte. Et du coup, voilà, de facto, quand il est parti à la retraite, on m'a dit, tiens, tu voudrais pas prendre la direction de l'école? Et puis après, j'ai eu un poste de professeur du CNAM. Voilà. Ok, on va s'arrêter là pour cette partie. Alors, je vais revenir sur 2 ou 3 petits points pour les viewers et puis les gens qui regardent. Donc, bon, j'appartiens à la même génération que toi, hein, donc il n'y a pas de souci sur ce que j'ai fait dire. Mais cette époque, c'est un peu une époque âge d'or, hein, que beaucoup de jeunes... Alors, je vais pas reprendre la chanson voilà, les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais c'est un peu ça. Et en fait, cet âge d'or, il est indiqué maintenant, il y a carrément un terme, c'était les bedroom coders. Donc tu appartiens à cette génération des bedroom coders. Moi-même, j'ai vu cette mouvance aussi apparaître. Donc c'est en gros des jeunes, des très jeunes, des ados, qui voient débouler pour la première fois des ordinateurs personnels chez eux, que tu peux programmer. Et donc là, il y avait eu un engouement terrible, hein. Tout le monde s'était mis un peu à coder, en tout cas ceux qui avaient un peu la fibre. Et c'était une époque un peu bénie, parce que tu le confirmeras, mais on pouvait acheter des magazines de presse dans lesquels il y avait du code, et il suffisait de retaper le code de ces magazines de presse pour avoir un nouveau jeu, en fait, à la maison directement. Donc c'est la fameuse époque des bedroom coders. Tu évoquais aussi le fait que à l'époque, toutes ces formations, tous ces métiers, et même l'informatique, ça c'est très bien que tu le dises, que l'informatique, c'était encore... L'éducation était larguée, en fait, hein, sur cette partie. Moi, j'ai une anecdote perso, je me souviens très bien ma conseillère d'orientation, à qui je dis, bah moi, l'informatique, ça me plaît, ça m'intéresse, et qui me regarde et qui me dit, mais tu veux être secrétaire, en fait. Voilà. Voilà. C'était un peu l'image, et c'est vrai que on a tendance aujourd'hui à oublier, parce qu'aujourd'hui, être geek, être nerd, être passionné d'informatique et passionné de jeux vidéo, c'est un truc qui est cool aujourd'hui, mais tu as connu cette époque, hein, comme moi, où c'était pas cool. C'est-à-dire que c'était vraiment mal vu. On pensait que tu étais un peu je sais pas, voilà, quelqu'un d'à côté de la société, que tu allais rater ta vie, en fait, hein, etc. Et c'est vrai que cette époque, les gens l'ont pas mal oublié. Voilà, donc je fais juste un petit retour là-dessus, parce que tu es passé par là, donc tu appartiens à cette catégorie des bedroom coders. Voilà, tu as évoqué aussi un autre âge d'or, c'est celui des studios naissants, hein, puisque à l'époque, il y avait toutes ces connexions qui étaient faites. Aujourd'hui, on est peut-être plus, hein, alors on n'est pas là pour cracher dans la soupe, mais on est peut-être plus dans une compétition qui parfois empêche un peu, tu vois, les connexions. Et à l'époque, c'était plutôt aller rechercher des techs, faire rentrer de la tech, etc. Donc voilà, super petit rappel que tu nous as fait et petit retour. Donc ça c'est cool. Ok. Donc maintenant t'es à l'Engmin. Parle-nous un petit peu de l'école. Donc qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi les parcours? C'est quoi les cursus? Comment ça se passe? Voilà. Je te laisse. Alors, l'Engmin, ça vient de... Déjà, c'est une école du CNAM, donc du Conservatoire national des arts et métiers, comme son nom l'indique. Alors, un métier, il y en a plein en France, donc ils peuvent se confondre. Le CNAM, c'est celui dont la station de métro porte le nom à Paris, à un métier, avec les beaux bâtiments autour. Ça, c'est nous, avec le musée, ça, c'est le nôtre. C'est une institution qui a été créée juste après la Révolution française. L'idée, c'était en gros art et au sens artisanat. Donc en gros, l'idée, c'était comment former les Français à des métiers, alors que l'éducation était réservée à une élite à l'époque de la royauté. C'est un esprit que le CNAM a gardé, et c'est pour ça que je suis au CNAM. J'ai fait Paris 11, Paris 6, j'ai bossé avec pas mal d'universités. Et cet esprit social est très ancré au CNAM, et c'est un truc que j'ai vraiment adoré, et c'est pour ça que j'ai fini au CNAM.
Et l'Engmin dans le CNAM, c'est donc juste l'ensemble des formations, un regroupement de formations autour de tout ce qui touche aux médias interactifs numériques et donc aux jeux vidéo. Parmi les formations, on a la plus connue qui était le DESS qui est devenu un master suite au changement dû à la réforme de Bologne. Donc en 2004, on devient un master. C'est la formation la plus ancienne puisqu'elle a plus de 20 ans maintenant. Il y a 6 parcours: game design, programmation, management de projet, conception visuelle, conception sonore et ergonomie 8. Alors à l'époque, quand on crée le master en 2004 et qu'on a une spécialité ergonomie UX, la plupart des studios nous disent mais qu'est-ce que c'est que ce truc? À quoi ça sert? À part peut-être Ubisoft qui commençait à s'intéresser aux tests, au QA et à ce genre de trucs, la plupart des gens nous regardaient un peu bizarrement. C'est plus qu'à maintenant, heureusement, l'industrie s'en est approprié les mérites, les bénéfices. Voilà, donc c'est une école publique, comme le CNAM du coup. Et voilà, donc on a un master en 2 ans, on s'inscrit dans un de ces parcours. En 2012, on crée une formation à Paris, parce qu'on nous dit oui, vous êtes sympa, vous êtes à Angoulême. Alors pourquoi Angoulême? On pourrait poser la question. Il y a 2 raisons. Un, parce qu'on avait des soutiens financiers, qu'on a toujours du département principalement, et d'un partenaire qui s'appelle Magélis, qui en fait regroupe un peu de l'argent du département, de l'agglo, tout ça autour, et qui nous finance chaque année. Donc ça c'est super, parce que ça nous permet de faire plein de choses qu'on ne pourrait pas faire sinon. Et puis, deuxième chose, c'est qu'Angoulême, les loyers et la vie est pas chère. Donc ça permet aussi à des étudiants de vivre pour pas trop cher ici et de pouvoir faire leurs études. Parce qu'il y a un enjeu assez fort social où on essaye de rester assez inclusif. Donc en 2012, on nous demande de créer, enfin on nous demande, en gros, politiquement, c'est pas mal qu'on crée une école à Paris. Et donc on s'associe avec les Gobelins pour créer une formation qui s'appelait à l'époque Interactive Digital Experience. Qui est un bac plus 6. Donc au début on ciblait plutôt, c'était l'ère du transmédia, là c'était en vogue, le transmédia était en vogue, avec Eric Viennot, feu malheureusement Eric Viennot qui avait déjà fait des trucs un peu hallucinants en transmédia. Et du coup là on se disait ouais c'est l'ère, la fusion du cinéma, de la littérature, du roman, de la BD, du jeu vidéo, tout ça, ça va petit à petit en faire plus qu'un amalgame. Bon, c'est toujours pas le cas, hein. C'est un peu trop anticipé, mais donc on fait cette formation et l'idée c'était de récupérer des gens qui venaient du cinéma ou de l'animation pour les initier à l'interaction, quoi. Et en fait on s'est retrouvé avec plein de gens un peu divers et variés qui avaient des formations souvent très généralistes et qui du coup voulaient se spécialiser dans le jeu vidéo. Mais c'était très sympa, c'est des profils très divers. Et aujourd'hui encore, c'est une formation qui marche bien avec beaucoup de personnes qui travaillent dans le domaine de la VR, des expériences interactives VR. En 2014, on crée une nouvelle formation parce que pas mal de boîtes viennent nous voir comme Thales, Airbus, ils nous disent vos étudiants de jeux vidéo, là, on les voudrait chez nous pour faire de la 3D, du temps réel et tout ça. Mais nos étudiants, ils veulent pas y aller. Ils s'en foutent des salaires, ce qu'ils veulent, eux, c'est faire leurs jeux vidéo. Et du coup, on crée une formation d'ingénieur cette fois pour ces boîtes. Donc l'idée, c'est d'enseigner les mêmes technologies, mais affichées clairement pour l'industrie au démarrage. École d'ingénieur qui est toujours en activité. Ça, c'était en 2014. Et puis, plus récemment, en 2018-19, on crée une licence. Donc là, l'idée, il y a plein d'idées derrière cette licence, mais l'idée, c'est de récupérer des étudiants post-bac. On s'aperçoit qu'il y a des étudiants, comme on n'a qu'un master ou une école d'ingénieur, on s'aperçoit qu'il y a des étudiants qui ne vont pas jusque-là. Soit pour des raisons monétaires, soit parce qu'ils ne connaissent pas ces formations, soit parce qu'après le bac, ils décident de faire autre chose, etc. Et donc, on décide de voir si on ne peut pas augmenter notre inclusivité en créant des formations directement après le bac. Et puis, on se rend compte aussi que c'est l'époque du bilan financé par l'État sur les formations du jeu vidéo. Et donc, on se rend compte qu'en art et en game design, il y a très peu de formations publiques. Les formations sont trustées par des écoles privées. Et donc, du coup, on discute avec l'État et l'État nous dit écoutez, ce serait bien que vous créiez des formations publiques, du coup. Et donc voilà, donc la licence d'informatique est créée. Elle a un format très particulier puisque l'État n'a plus de fonds. Il nous demande de créer des choses, mais il ne finance pas. Il finance pas le fonctionnement. Donc du coup, il finance plus par l'apprentissage. Aujourd'hui, quand on veut monter une formation, si je veux pouvoir payer des profs, en gros, il faut que soit les profs soient déjà salariés d'État,
soit que ce soit une formation en apprentissage. À ce moment-là, c'est les sociétés via la taxe d'apprentissage qui payent la formation. Donc on monte une formation en apprentissage, sauf que l'apprentissage dans le jeu vidéo, c'est pas un truc très courant, pas très répandu. Les studios prennent pas beaucoup d'apprentis. Et donc pendant 2 ans, on interroge les studios en disant qu'est-ce qui ferait que vous prendriez des étudiants en apprentissage. Voilà, donc on crée une licence. Cette licence, elle est sans prof, avec que des cours asynchrones. Donc ça répond à la question de Coursera de la fin. Donc que des cours asynchrones qu'on peut consulter quand on veut. Du coup, les étudiants sont tout le temps dans les boîtes. Ils travaillent un jour par semaine sur leurs cours, mais sinon le reste du temps ils sont dans la boîte. Puis si la boîte veut changer le jour, c'est pas un problème, puisque comme il n'y a pas le prof et pas en face, c'est facile d'intervertir le jour. Et puis par contre, on les prend 3 mois au début intensif. Parce que quand ils arrivent dans le studio, ils aient déjà fait un jeu. Alors la plupart des étudiants qu'on recrute ont déjà fait des jeux avant, mais bref, on les prend 3 mois intensifs pour être sûr que techniquement ils soient pas trop à la ramasse. Et voilà. Donc cette licence a bien marché. Ça fait 5 promos là qu'on a. Les boîtes sont contentes, les étudiants sont assez contents. Et donc du coup, on va ouvrir une licence art numérique en septembre prochain. Et septembre d'après, la licence game design. Super. Voilà, toutes les formations qu'on a. Parfait. Alors, je vais te poser ma première question de challenge. Donc, les questions de challenge, c'est les questions de challenge. C'est comment toi tu expliquerais que. Alors, l'Engmin, vous êtes une des seules, si ce n'est peut-être la seule, formation publique Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Bon, il y en a d'autres. Mais comment tu expliques qu'il y a cette pauvreté, en fait Alors, on est under NDA, on n'est pas là pour, encore une fois, dire du mal ou quoi. On essaye d'avoir un angle différent. Mais comment on pourrait expliquer que le côté public a vraiment un décalage, surtout par rapport, on l'a un peu dit tout à l'heure, l'informatique, mais les jeux vidéo, c'est vraiment flagrant, tu vois, à ce niveau-là. Comment tu l'expliquerais simplement, sans dire c'est la faute d'un tel à un tel, mais il y a peut-être une explication plus rhétorique. C'est assez simple. En gros, si on remonte dans le temps, début des années 2000, si vous annonciez à vos parents que vous allez faire des études dans le jeu vidéo, ils vous regardaient étrangement en disant c'est pas un métier, mon fils ou ma fille. Qu'est-ce que tu me racontes? Donc c'est un peu la même chose pour les fonds publics. Il faut savoir que quand on crée une formation, on est en concurrence avec d'autres personnes qui veulent créer d'autres formations. Et donc du coup, il y a des commissions qui décident. Donc il faut convaincre toutes les commissions, quoi. Donc quand l'opinion publique du jeu vidéo, c'est pas une vraie industrie, c'est n'importe quoi, c'est difficile de convaincre des gens. Ça, c'est le premier point. Ça s'est amélioré, on va voir ça juste après. Deuxième point, il y a un truc qui est très particulier, c'est que les universités et les publics en général sont pilotés, c'est-à-dire en silo, ils fonctionnent en silo. On a des sections, ce qu'on appelle chez nous. Donc moi je suis dans la section 27, qui est la section informatique. Et donc du coup, voilà, si je suis informaticien, je suis informaticien. Je vois pas pourquoi je discuterais avec des ergonomes ou des graphistes, des points d'intérêt. Alors bon, heureusement on y est revenu depuis, je vous rassure, mais c'était pas évident. Et donc malheureusement, toute notre administration est gérée comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des départements, donc on est tous séparés. Et donc de base, réunir 6 spécialités, un management de projet, conception visuelle, conception sonore, programmation, tout ça c'est des choses qui sont extrêmement différentes, ergonomie UX et game designer, c'est des choses qui sont complètement différentes, qui dépendent pas du tout des mêmes sections. Ça veut dire mettre d'accord politiquement plein de départements d'une université pour qu'ils se mettent d'accord entre eux, pour qu'ils financent une même formation, et ça c'est juste l'enfer. Donc pourquoi ça a pu être fait au CNAM? Parce qu'au CNAM on fonctionne pas tout à fait comme une université. Dans les universités, les gens qui dirigent sont des gens qui sont élus, donc des professeurs, des enseignants-chercheurs. Au CNAM, nous, on a une administration générale, donc c'est quelqu'un qui est nommé par l'État. Et donc, ça a des avantages et des inconvénients, mais un des avantages, c'est que cette personne est capable de fédérer et de lancer des projets d'envergure, parce qu'elle a un peu plus de pouvoir qu'un président d'université. Donc, du coup, mon prédécesseur, Stéphane Atkin, a réussi à monter un dossier convaincant et à convaincre l'administrateur général de l'époque de se lancer dans cette aventure. Et voilà. Donc ça se fait malgré tout, on va dire. C'est une résistance passive. Après, aujourd'hui, ce serait plus simple puisque l'industrie du jeu vidéo, maintenant, si vous dites à vos parents que vous allez bosser c'est même les parents qui vous disent tu veux pas bosser dans le jeu vidéo parce que c'est le truc que tu as l'air d'aimer. Tu veux pas en faire ton métier. D'où une demande de formation supérieure, d'où une recrudescence des écoles, et notamment des écoles privées, puisque quand il y a la demande, forcément,
il y a de l'offre. Ok, alors on va direct enchaîner avec les questions de la communauté parce qu'on est pile dans le moment du sujet où on parle de ça. Donc on va prendre la question de Sony. Sony, donc il s'interroge sur lui, bon, il a un parcours technique, il est ingénieur, il est en Chine, etc. Il est passé aussi en interview. Et lui il s'interroge sur le fait de comment sont recrutés les intervenants, parce que ça c'est aussi un truc que tu pourrais éclairer. On parle souvent plus d'intervenants que de professeurs en fait, parce que je pense qu'ils viennent du professionnel. Donc c'est quelqu'un qui se dirait tiens moi j'ai envie de donner des cours, qui a potentiellement un peu aussi la fibre ou public ou pas, hein, parce que c'est vrai qu'il y a voilà voilà moi je le dis tout le temps il y a une petite injustice quand même dans le jeu vidéo parce que le parcours public il est petit, il est léger. Je pense que vous n'avez pas non plus 10 000 places quoi. Tu vois, pour faire rentrer un Non. max de gens. Donc il y a une forme d'élitisme à tous les niveaux, même en public, même après s'il faut payer, bah si t'as voilà, si t'as pas le cul d'enfant. Lui, il s'interroge, c'est comment sont sélectionnés les intervenants, comment on peut devenir ou aller venir donner des cours. Et souvent, j'insiste là-dessus, parce que moi je l'ai vécu et beaucoup de gens l'ont vécu. Souvent, c'est pas une volonté mercantile, tu vois, des professionnels. Souvent, il y a une vraie volonté, comment dire, sociale, tu vois, voilà, derrière ça. Donc, comment on fait, comment vous recrutez les intervenants, comment ça se passe, comment quelqu'un qui se dirait, tiens, moi j'ai envie de, pourquoi pas de faire ça, comment, c'est quoi? Micro-coupure de la vidéo, juste si tu n'es pas abonné, si tu découvres cette chaîne, si tu es là de passage, n'hésite pas à supporter la chaîne en t'abonnant. Il y a plein de bonnes choses. On a des interviews de créateurs de jeux vidéo, de solo créateurs, de studios, d'équipes, des métiers, du professionnel. Il y a une communauté que tu peux rejoindre dans le Discord qui te permet d'échanger avec des passionnés de création de jeux vidéo, des professionnels, des amateurs, et aussi des gens qui sont sur des projets. On a plus de 15 projets en cours sur le serveur communauté. Ici, il n'y a rien à vendre à part la chaîne en elle-même. Donc n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager. Ça fait plaisir, ça renforce la communauté, ça renforce la chaîne. Et puis on aime tous le jeu vidéo, donc toi aussi je pense. Merci à toi. Alors, déjà, la volonté sociale, c'est important parce que les salaires sont fixés par l'État et je peux vous dire qu'ils font tout. C'est déjà pas pour ça que la plupart des gens viennent. Ouais. Ça, déjà, c'est réglé. Ensuite, alors comment ça marche? Il faut savoir que du coup, donc il y a 6 parcours et donc c'est difficile. Alors c'est complètement impossible pour moi de. Alors je suis responsable du master au niveau national, ça veut dire qu'en gros, quand il y a un problème, c'est moi qu'on vient voir, mais je suis pas capable de gérer des problèmes en conception visuelle. Moi, je suis un pauvre programmeur, donc posez-moi des questions de C++, mais le reste, c'est moins mon domaine. Donc du coup, chaque parcours a 2 responsables. Maintenant 3, puisqu'on a renforcé un peu récemment l'équipe pédagogique. Et donc l'idée, c'est d'avoir au moins un responsable professionnel, donc quelqu'un qui soit du secteur, et un responsable recherche. Parce qu'on estime que la vision recherche, c'est une vision intéressante. Les chercheurs, ils ont tout le temps tort. La question, c'est à partir de quand ils auront tort, hein. Il y a tout le temps un chercheur qui va trouver que le mec d'avant avait dit une bêtise. Mais pour combien de temps il a raison, c'est ça la question importante. Mais ils ont ce temps à consacrer au possible. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va prendre du temps pour se dire ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux, quoi. Alors que l'industriel, malheureusement pour lui, il est dans son tunnel de production et il n'a pas beaucoup de temps souvent pour prendre du recul et imaginer les futurs, quoi. Après, dans l'industrie du jeu vidéo, on a des professionnels qui sont très très curieux, qui sont souvent s'auto-forment, même lisent des articles scientifiques, transcrivent ce qu'ils trouvent dans leur code de jeu. Donc on a quand même une industrie qui est quand même très dynamique et bon, prendre un mois pour réfléchir, et il n'y a que des chercheurs qui peuvent faire ça. Enfin, dans l'industrie, c'est très difficile, quoi. Donc on aime bien avoir les deux. Et en gros, ben, chaque paire ou triplette de responsables recrute les profs pour son parcours. Donc les gens peuvent soumettre. L'idée, c'est de nous soumettre un CV. Alors, en dessous de 5 ans d'ancienneté, c'est pas trop la peine, hein. C'est très rare qu'on prenne des gens en dessous de 5 ans d'ancienneté. Et ben, il suffit de nous soumettre un CV et nous dire en gros qu'est-ce que vous aimeriez enseigner. Vous pouvez me l'envoyer à moi et puis je le transmettrai aux personnes idoines. Donc ça, c'est pour enseigner. Alors, on a de la chance parce que l'école existe depuis longtemps, on a plutôt une bonne réputation dans l'industrie, donc on a beaucoup d'industriels qui viennent enseigner
chez nous, mais il se peut qu'on ait toujours des besoins, donc on a une espèce de base, nous, de mails qu'on a reçus et de CV, et donc quand on a des besoins, du coup, on pioche dedans. Donc, faut pas désespérer. Voilà. Mais il y a un autre truc, c'est que chaque année, nos étudiants organisent une conférence annuelle qui s'appelle l'Engmin Game Conference, qui est une conférence professionnelle qui a lieu en février. Et là, ils invitent eux des professionnels pour faire des masterclass ou des confs. Et donc là, c'est beaucoup plus simple parce que c'est qu'une demi-journée ou une journée, quoi. Et voilà, ça vous fait l'occasion de parler à plein d'étudiants d'un coup. Voilà. Et vous pouvez les voir, elles sont sur notre chaîne YouTube. On a plein de masterclass qui ont été enregistrées. Quand l'auteur accepte, on enregistre. Cool. Super. Je passe à la question. Alors, je sais plus, c'est Jean, je crois qu'il a posé. Quels sont les chiffres, en fait, de sortie des formations? Donc, dans sa question, ce qu'il veut savoir, en fait, c'est en gros, chez qui il se retrouve, dans quel studio, c'est quel type de studio, quel est le pourcentage de gens qui, alors je sais que tu n'as peut-être pas les pourcentages exacts, mais voilà, au gros doigt mouillé, on va dire, voilà, qui trouvent instantanément, je dirais, du travail. Peut-être qu'il y a une partie, je pense que oui, qui créent leur propre studio, ou en tout cas qui se lancent dans l'indé directement, parce que moi je le dis souvent, mais je le pense de plus en plus, c'est que le jeu vidéo devient de plus en plus un truc un peu d'entrepreneuriat. De plus en plus, parce qu'avec la crise, avec tout ça, etc., et qu'aujourd'hui le marché change. Donc, ça serait quoi les chiffres en gros de réussite de ce truc-là? Alors, nous, on a deux phases. On a le stage déjà, parce qu'à la fin du master, ils doivent trouver un stage. Alors, l'apprentissage, quand dans les formations en licence, là, de toute façon, s'ils trouvent pas de boîte, malheureusement, ils peuvent pas suivre la formation. Ça, c'est le principe de l'apprentissage. Donc là, il faut qu'ils trouvent une boîte. Par contre, les boîtes, elles sont en général, quand la boîte s'est tapée d'étudiants pendant 3 ans, elle est ravie de le garder en général. Donc, du coup, là, en général, on n'a pas trop de déchets. C'est plutôt les étudiants qui veulent partir pour faire autre chose. Voilà. Dans le master, il y a les stages. Donc là, on a un phénomène de plus en plus important qui est que les étudiants préfèrent redoubler pour avoir un bon stage, enfin ce qu'ils estiment être un bon stage eux, plutôt que de prendre un stage qui leur paraît moins bon. Ce que je respecte tout à fait, hein, surtout que c'est pas très problématique hein, pour nous. Donc on place tous nos étudiants en stage, à part on va dire entre 1 et 5, ça dépend des promos, sur 60 chaque année. Et puis le 1 à 5, c'est souvent parce que ils n'ont pas voulu la boîte, ou il y en a qui nous disent moi je veux aller que chez Riot ou DICE, ou bon, forcément c'est pas gagné. J'exagère un peu, hein, bien sûr. Oui, Très pour que les gens se rendent compte. Mais... Tout à fait. Et je respecte, hein, parce qu'en effet, alors, eux pensent que ça joue toute leur carrière, ce qui est quand même pas si vrai que ça. On peut faire un stage dans une boîte pas forcément qui nous correspondent pas forcément, et puis derrière trouver une autre boîte et puis rebondir, c'est quand même pas. Voilà. Ensuite, où sont nos anciens étudiants? Alors, est-ce qu'ils trouvent du boulot après? Ça, c'est la deuxième phase. Ça, en ce moment, c'est un peu plus compliqué. Donc, j'ai pas les chiffres de la promo précédente, puisqu'on va les avoir en juin. On attend 6 mois avant de faire puis le temps de récupérer les données, tout ça. Mais soit ils sont entre entrepreneurs, soit ils créent un studio, soit ils bossent. La plupart, enfin, je sais pas, on est à entre 90 et 100%, quoi. La plupart trouvent, ils sont exceptionnels ceux qui trouvent pas. Et des fois, c'est pour des reconversions. En licence, il y en a un qui est devenu bijoutier. Bon, chacun son. Enfin, je reste là encore. Tant mieux pour lui, s'il trouve un autre job, tant mieux. Voilà, donc je pense qu'il y a un gros. Et nous, pourquoi les promos sont pas plus grosses? Parce qu'on sait qu'on place pas plus. C'est-à-dire qu'on a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup plus d'écoles qui apparaissaient et puis beaucoup plus de demandes. Mais l'industrie, elle, en face, elle croît très légèrement, quoi. Donc elle a pas beaucoup plus de demandes. Et donc du coup, ce serait mentir entre guillemets que de prendre plus d'étudiants. Ce serait leur faire une fausse espérance, quoi. Après, on a de la chance parce que là, cette année, les stages, on en a très peu qui n'ont pas encore trouvé de stage. Et donc du coup, pareil, il y en a moins d'une dizaine là qui n'ont pas trouvé de stage, alors qu'on est dans vraiment le creux de la vague. Hein. Là, on est, je pense, au plus bas de la vague. Donc je pense que voilà, l'Engmin reste une bonne école, donc les boîtes, quitte à choisir, préfèrent nos étudiants, ce qui est pas mal pour nous. Voilà. Et pour le job, une fois encore,
Ça dépend beaucoup. Il y en a beaucoup qui créent des boîtes, en effet. La proportion respecte l'industrie française. C'est-à-dire, en gros, Ubisoft, c'est entre un tiers et la moitié de l'industrie. Et on a en effet entre un tiers et la moitié de nos étudiants qui vont chez Ubi. Les studios indés, c'est une bonne partie de l'autre moitié. Et en effet, on a une bonne partie. Puis les créateurs, il y en a quelques-uns. On pousse pas trop les étudiants à créer leur studio. Moi qui ai créé une boîte, je sais que c'est difficile, que ça demande un investissement considérable et que c'est très dur, encore plus dans le jeu vidéo à mon avis. Mais on a quand même un programme d'incubation ici, qui s'appelle All for Games. Donc du coup, on accompagne ceux qui veulent créer leur boîte, on essaie de les aider du mieux qu'on peut, etc. Voilà. Et l'autre question, qu'est-ce qu'il y avait d'autre Non, la dernière, c'était les CTRA, etc. Donc, en gros, je comprends mieux sa question. C'est, en gros, il se pose la question. Alors, je sais plus qui a posé cette question, désolé, j'ai oublié ton nom. Mais c'est de savoir si un jour, il n'y aurait pas des parcours. Alors, je vais le dire de manière très franche parce que je pense que c'est pour ça qu'il l'a posé. Hors jeune, tu vois. C'est-à-dire, Oui. voilà, parce qu'en fait, moi, en montant la chaîne et avec les gens de la communauté et tout, je me suis aperçu d'une chose que je suspectais, mais qui est vraie, c'est qu'aujourd'hui, fabriquer des jeux vidéo seul dans son coin, tu vois, avec la puissance des outils qui a été exponentielle hein, sur les 10 dernières années, c'est de plus en plus faisable, c'est de plus en plus... Voilà, tous les jours, moi j'en ai plein qui sont là-dedans. Et il y a une partie de ces gens où en fait, eux, ils s'en fichent de faire un jeu qui va vendre, tu vois. Ils sont vraiment dans une logique de hobby, tu vois. Voilà. Donc j'ai des gens de 35, 40, 45, 50 ans même, hein, 55 ans, nos âges et tout, qui se disent, bah moi j'ai toujours voulu faire un jeu vidéo, j'ai pas fait l'école, j'ai pas fait le cours, mais en fait aujourd'hui les outils, bah ça me plaît, je vais le faire. Et si on lui dit, bah tu vas peut-être pas gagner l'argent, il dit, mais je m'en fous en fait. Je fais ça comme si je faisais du golf ou de la boxe ou tu vois, voilà. C'est un hobby. Donc la question elle est plus orientée dans ce sens-là en vrai. Donc c'est de dire, pourquoi il y aurait pas un jour aussi des espèces de formations peut-être plus courtes, tu vois, qui seraient dispensées par des organismes comme vous, mais qui seraient pour, j'ai envie de dire, tout le monde. Tu vois, jeunes, vieux, avec, sans diplôme, voilà. Tout à fait. Alors, bon, alors le master est assez enfin, ça c'est un autre détail. Donc on a l'idée c'est que le CNAM, sa spécialité, c'est les cours du soir. Et nous, on fait un peu exception au CNAM parce qu'on a plutôt des formations initiales. Après, vous pouvez accéder à ces formations à n'importe quel âge. Hein. On a eu un expert comptable de 40 ans qui est venu faire la section programmation. Donc, je veux dire, on n'a pas de contraintes fortes. Et puis, même si vous n'avez pas les diplômes, on trouve un moyen de valoriser votre expérience professionnelle pour que vous puissiez rentrer quand même. Ouais. Donc ça, c'est pas impossible. Mais en effet, l'enjeu pour nous ici, c'est c'est un problème de modèle économique. En fait, c'est tout con, mais on est tous malheureusement contraints par l'argent. Et du coup, c'est pour ça qu'on a créé ces formations, ces licences. Parce que ces licences, avec des cours asynchrones, c'est beaucoup plus facile pour moi de les mettre en ligne. Et les gens puissent s'inscrire au CNAM et puis le suivre quand ils le veulent, que de devoir payer un prof pour 5-6 étudiants, etc. Donc aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas, mais là, on va les mettre en ligne. On va ouvrir, à partir de l'année prochaine, il y aura des modules, notamment initiation au game design, il y aura un module d'initiation à Unity. Bref, on va commencer à mettre des modules en ligne où les gens pourront s'inscrire directement. C'est au CNAM, hein, tout le monde peut s'inscrire au cours du soir au CNAM. Et donc on fera de la com dès que ce sera sorti. Parce qu'on sait bien qu'il y a un besoin. Après, ce sont des formations plutôt pour le public de ta chaîne, je pense, parce que c'est pas des formations pour des professionnels du jeu vidéo déjà, parce qu'elles sont pas assez pointues. C'est plutôt pour des gens qui voudraient se lancer, comme tu disais. Donc voilà. Et puis, pour les gens plus pointus, on a décroché là 2 subventions pour créer des formations continues, cette fois pour des gens très pointus, donc sur des thématiques extrêmement pointues. Ok, super. Alors, micro-question, hein, juste une phrase de réponse. C'est juste pour rassurer en fait les viewers, et puis moi j'aime bien aller dans ce sens-là. Mais toi, t'es en plein dedans, t'es prof, t'as eu des élèves, t'as une grosse expérience, tu sais, avec la pratique, l'apprentissage, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut devenir, ce qu'on peut transmettre. Réponds juste à cette question. Est-ce que tu penses vraiment qu'aujourd'hui, quelqu'un de tout seul ou quelqu'un qui est à 2 ou 3, tu vois, avec les outils d'aujourd'hui, s'il travaille fort, parce que c'est pour les charbonneurs, hein, c'est pas pour les non-travailleurs, on va dire, il peut quand même sortir des productions et s'amuser clairement et faire du jeu. Oui. Oui. Voilà.
Non, mais il n'y a qu'à faire des game jams. Il n'y a qu'à voir ce que sortent en game jam. Mm. Les gens, en 3-4 jours, ils arrivent à sortir un jeu. C'est pas un jeu complet, mais au moins, il y a quand même un bon embryon de jeu qu'on peut tester. Euh, Donc, oui, les outils sont devenus démentiels. Quand j'ai commencé dans l'informatique, on était limité par la technologie. Mm. Les technologies étaient tellement primitives que de toute façon, les programmes pouvaient pas être très compliqués. Mon premier ordinateur, il avait 48 kilooctets de mémoire. Dès que je faisais un programme trop compliqué, de toute façon, il rentrait pas dans la mémoire. Donc, c'était réglé. Donc, on était très limité par la technique. Et puis après, il y a eu l'envolée de la technologie. Et là, il a fallu des équipes plus grosses parce que c'était devenu très compliqué de faire des jeux. Et puis après, il y a eu les outils. C'était logique, c'était devenu trop gros, trop cher, donc on a créé des outils pour accélérer et industrialiser. Et là, on est dans une ère bénie des outils, quoi. Aujourd'hui, moi, je vois les jeux qu'on faisait il y a 20 ans. Moi, aujourd'hui, tu prends Unreal, tu lances, tu cliques, je veux faire tel type de jeu, tu lances, c'est un FPS, quoi. Enfin, avant, fallait déjà 3 mois de boulot pour avoir le truc de départ d'Unreal. Donc aujourd'hui, les outils, ils ont fait des bons phénoménaux. Et donc du coup, ça rend plus accessible. Mais malheureusement, le truc de fond, c'est que voilà, le problème, c'est qu'il faut toujours avoir une bonne idée. Mm. Faut toujours. Et voilà, et ça, ben, c'est du boulot, quoi. Carrément. Super. Bon, on va changer complètement d'axe. On va partir sur l'IA parce que bon, forcément, tu as un doctorat en IA. Donc, on est malade, docteur, on est malade avec l'IA à ce niveau-là. Donc, déjà, ce que j'aimerais, si tu peux, de manière très simple, très succincte, c'est un peu expliquer ce que c'est l'IA aujourd'hui parce que c'est tout mélangé dans la tête souvent des gens. On a plusieurs types d'IA, déjà, ça c'est important. C'est un sujet très sensible. Hein, je le sais parce qu'il suffit d'en parler une fois, deux fois, et en fait, il y a des réactions, des contre-réactions, des deux côtés qui s'opposent un petit peu. Donc déjà, essaye de nous réexpliquer, toi de ton côté, l'IA c'est quoi, et c'est quoi les deux ou trois types, je sais pas combien il y en a en tout, mais d'IA qu'on peut trouver aujourd'hui de manière simple ici. Ok. Donc l'IA, l'idée, c'est de faire des machines qui font des tâches à la place des humains. C'est ça l'idée. Il faut savoir que l'informatique a été inventée pour faire de l'IA. Donc les premiers ordinateurs, ils ont été inventés pour décrypter des codes, pour faire des calculs compliqués. C'était pour nous les tâches les plus complexes que pouvait faire l'humain. Bon, après on a en réfléchi, on s'était dit que c'était le dialogue, d'où le test de Turing par exemple. Un test où on doit dialoguer avec une machine sans se rendre compte qu'on dialogue avec une machine. Mais en gros, l'IA, il faut voir ça comme j'ai une tâche qui d'habitude est réservée à un être humain et je vais la faire faire par une machine. Il y a deux choses importantes dans ce que je viens de dire, c'est tâche, et c'est pas métier, c'est très différent. Et ensuite, c'est cette espèce de flou dans la définition. C'est-à-dire que c'est pas très clair qu'est-ce que c'est qu'IA, qu'est-ce que c'est pas qu'IA. Ça, c'est le premier point très important. Maintenant, si on veut savoir, parce que bien sûr, pourquoi c'est flou? Parce que le mot intelligence, en fait, autant artificiel, on sait à peu près ce que ça veut dire, autant intelligence, la définition de l'intelligence a beaucoup évolué, puisque notre connaissance du cerveau humain évolue, et donc du coup, notre définition d'intelligence change aussi avec le temps. À une certaine époque, l'intelligence était liée aux maths. C'est-à-dire si vous aviez un esprit déductif, capable de concevoir des choses complexes, vous étiez intelligent. On s'est aperçu qu'il y avait une intelligence sociale, enfin plein d'autres formes d'intelligence qui étaient aussi importantes dans la vie. Donc du coup, ça c'est important. Donc l'intelligence étant floue, la définition d'IA est forcément de facto floue. Ensuite, qu'est-ce qui fait que l'ordinateur est meilleur que nous? Parce que soyons honnêtes, l'ordinateur est meilleur que nous dans certains domaines. Et c'est simple, hein, le premier qui vient à l'esprit, c'est évidemment le calcul. C'est pour ça qu'il a été inventé, et l'ordinateur calcule en effet beaucoup plus vite que nous, hein, c'est pas la peine d'essayer de faire des concours. Ensuite, deuxième facteur dans lequel il est plus intéressant que nous, c'est la mémoire. Il a une mémoire parfaite, hein. Quand il enregistre un truc, il peut le ressortir texto sans problème. Nous, c'est un tout petit peu plus compliqué. En plus, souvent, quand on réaccède à notre mémoire, on la modifie. Bref, on a un système mémoriel un peu foireux, mais qui marche pas mal, mais sur le fond, un peu foireux. Troisième capacité intéressante de la machine, elle traite les données beaucoup plus vite que nous. Si elle devait lire la Bibliothèque nationale de France, il lui faudrait quelques mois, alors que nous, une vie n'y suffirait pas. C'est ça les trois critères principaux qui font que la machine est meilleure que l'homme. Okay. Et c'est dans ces critères-là qu'on peut optimiser des tâches où elle serait meilleure. Donc si vous avez une tâche où il y a des calculs, si vous avez une tâche où il y a beaucoup d'informations à traiter, si vous avez une tâche où il y a besoin de mémoriser des choses complexes et volumineuses, alors vous avez intérêt à confier cette tâche à une machine. Primo, parce que pour vous, ce sera pénible. Les tâches où il y a beaucoup de calculs, il y a beaucoup d'informations, c'est souvent très pénible pour l'humain. Et secondo, parce qu'elle le fera plus vite que vous. Et en plus, elle se lasse pas tant que vous lui filez l'électricité, elle continue de bosser sans poser de questions.
Donc ça, c'est le premier point qu'il faut bien comprendre. D'accord? Donc, quand vous vous posez la question, est-ce que je vais utiliser l'IA ou pas, il faut vous poser cette question, est-ce que la tâche par laquelle je veux me faire remplacer, est-ce qu'elle demande des calculs, etc. Après, il y a plusieurs formes d'IA. Donc l'IA, c'est un truc qui évolue depuis longtemps. Comme je vous disais, les premières machines ont été inventées pour l'IA. La première grande technologie d'IA, c'était les systèmes experts, qui sont des systèmes déductifs, donc capables de faire des déductions. Donc ils étaient capables de démontrer des théorèmes mathématiques. Comme je le disais à l'époque, dans les années 40-50, l'intelligence humaine, c'était les maths. Et donc du coup, quand on arrivait à avoir une machine qui nous démontrait un problème mathématique, on disait ça y est, on a recréé des mathématiciens artificiels. Bon, on s'est aperçu que la déduction, c'était qu'une toute petite partie de notre intelligence et que finalement, ça faisait quand même pas tout, loin de là. Donc ça nous a quand même permis d'envoyer des fusées dans l'espace, mais en gros, pas beaucoup plus, quoi. Et c'est pas l'IA qui t'a permis, c'est plutôt les calculs, mais bon, bref. Du coup, il y a eu ce qu'on appelle après l'hiver de l'IA, AI Winter. Dans les années 60, quand on s'est rendu compte que... Il faut savoir qu'en 54, quand même, McCarthy, qui était un des pontes de l'IA et donc de l'informatique de l'époque, dit... En gros, si je réunis tous mes potes pendant 2 mois aux États-Unis et qu'on se fait on se fait un camp de travail pendant 2 mois, on aura une machine qui saura parler comme un humain, lire comme un humain, une intelligence artificielle générale, quoi. Ça, c'était en 54, on est presque 100 ans plus tard, enfin pas tout à fait, mais 75 ans plus tard, et on l'a toujours pas. Donc il y avait eu comme maintenant un enthousiasme considérable autour de ce que pourrait faire la machine, qui bon, s'est avéré quand même finalement pas aussi bien que ce qu'on pensait. Ça a quand même donné des trucs géniaux, hein, faut pas sous-estimer. Et puis pendant l'hiver de l'IA, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les gens ont continué à chercher. Parce que moi, malheureusement, je suis né à une mauvaise période, je suis né en plein milieu de l'hiver de l'IA. Donc quand je disais je veux faire de l'IA, bah c'était pas à la fête, quoi. D'ailleurs, dans ma boîte, quand on a créé la boîte avec Jérôme et Denis, on disait pas qu'on faisait de l'IA en fait, on disait oui, on va résoudre vos problèmes. Donc voilà. Après, on s'est rendu compte, une des capacités qu'avait pas l'IA, c'était de reconnaître les objets. C'est un truc tout bête, mais un chat, qu'est-ce que c'est qu'un chat, un chien, tout ça. C'est cette capacité du cerveau à généraliser les choses. Quand vous voyez plusieurs souris, bah, vous finissez par reconnaître les souris, quelle que soit la souris qu'on vous montre, vous savez la reconnaître. C'est ce qu'on appelle l'induction, la partie cérébrale du cerveau. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de dire bah, comment on peut faire ça, quoi. Et puis l'IA, les systèmes experts, ils apprennent pas beaucoup. Donc une IA qui apprend pas, c'est quand même une IA un peu bête, quoi. Et donc du coup, il y a eu cet engouement autour de l'apprentissage et l'adaptation, qui est l'ère dans laquelle on se trouve maintenant. C'est-à-dire que les réseaux neurones qui ont été inventés dans les années 60, hein, donc tout au début de l'univers de l'IA, et qui sont très à la mode maintenant avec tout ce qui est deep learning, font partie de ces systèmes qu'on appelle machine learning. Machine learning, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ordinateur apprend tout seul des trucs. Du coup, c'est deep learning. Deep, ça veut dire profond, apprentissage profond. Pourquoi profond? Parce que ça vient des réseaux de neurones, qui est une sous-catégorie du machine learning. Ça, c'est des architectures de code qui servent à apprendre des trucs. Les réseaux de neurones servaient à recopier les neurones humains. Et du coup, on essaie de faire des réseaux de neurones. Et puis, on s'est rendu compte que les réseaux de neurones, c'était mieux s'il y avait plus de neurones. Plus il y a de neurones, plus ils sont forts. Et donc, du coup, on a mis plein de couches de neurones. D'où le réseau de neurones s'élargissait et il devenait profond. C'est pour ça que ça s'appelle deep learning. Parce que le neurone, il y a beaucoup de couches de réseau. C'est tout bête. Voilà. Il y a plein d'architectures. Déjà, moi, quand j'ai fait mes études dans les années 90, il y avait, je sais pas, j'ai lu un bouquin sur les réseaux de neurones à l'époque, hein, dans le cadre de mes études. Il faisait déjà 600 pages. Il y avait déjà des centaines de modèles de réseaux de neurones différents. Donc, c'était déjà très prolixe et on était loin de ce qu'on fait maintenant. Ce qui a fait l'engouement autour des technologies aujourd'hui, c'est que ce sont des systèmes d'apprentissage qui sont quand même très bêtes. Et qui apprennent en gros à faire des corrélations, c'est-à-dire à trouver des espèces de liens d'occurrence entre deux trucs, quoi. Des corrélations statistiques. En gros, c'est des machines débiles. Tu leur dis, si y a un papillon, c'est qu'il fait beau, et ils finissent par... À chaque fois qu'ils voient un papillon, ils voient qu'il fait beau, et ils disent, ok, quand il y a un papillon, il fait beau. C'est ça. Mais si tu lui files suffisamment d'exemples et suffisamment d'entraînement, il finit par te dire des trucs pas trop débiles parfois. Et donc c'est comme ça que ça marche. Mais du coup, il faut beaucoup d'exemples. Et dans les années 60-70, évidemment, être capable de traiter des milliards d'exemples en temps réel avec des calculs colossaux, parce qu'il y a des milliards de paramètres dans le réseau, c'était juste pas possible, quoi. Donc il y a deux choses qui ont fait que c'est devenu possible. Un, c'est Internet, qui a permis une transfert de données massive, rapide, instantané, et surtout des usagers. Parce que je vais vous expliquer un autre truc dans les réseaux de neurones, mais
Et deuxième truc qui a fait ça, c'est évidemment la puissance de calcul des machines, et notamment la parallélisation des calculs, qui a évolué de manière considérable pendant ces dernières années, enfin pendant ces dizaines de dernières années. Donc les réseaux de neurones, ils ont un autre problème, c'est que non seulement il faut des exemples, mais en plus il faut des exemples qui soient qualifiés. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un mec qui ait dit cet exemple, c'est bon ou c'est pas bon. Si vous cherchez à reconnaître par exemple qu'est-ce qu'il faut générer une image, par exemple, par rapport à un texte, hein, prenons le sujet qui chauffe. Euh, Donc vous tapez un texte, vous voulez que ça génère une image, et bien ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez, qu'il faut que quelqu'un dise cette image correspond pas au texte, ou au contraire, cette image correspond bien au texte. Il faut que dans l'exemple, vous ayez donc le descriptif réel de l'image, le lien entre les deux. Or ça, vous imaginez, s'il fallait annoter des milliards d'images, ça coûterait trop cher en fait, en humain. Donc du coup, on cherche des moyens d'avoir ça. Donc par exemple, quand vous faites une recherche d'image ou de site sur un moteur de recherche, quel qu'il soit, ce moteur de recherche, lui, ce qu'il va faire, c'est que si vous cliquez pas sur la première proposition qu'il vous fait, il va se dire, ma première proposition était pas très bonne. Donc je vais apprendre sur votre clic. Ok ? Et donc grâce à ces systèmes d'usage, hein, on vous fait bosser en fait. Quand vous cliquez sur un client quelque part en réponse à un moteur de recherche, vous bossez pour le moteur de recherche. Et en fait, c'est cet usage qui est malin. C'est-à-dire qu'on a remplacé des capacités d'annotation humaine qui étaient limitées, qui sont payées toujours, hein, que ce soit Google ou n'importe quel moteur d'IA, ils payent des gens pour réannoter correctement les trucs qui marchent mal. Hein. Faut le savoir, hein, c'est quand même pas si magique que ça. Mais vous bossez pour eux, quoi. Donc voilà, mais il y a plein d'autres catégories d'IA, il n'y a pas que celle-là. Donc ces IA-là, le problème c'est la capacité de calcul colossale qu'il faut surtout pour l'apprentissage, mais aussi pour le fonctionnement, et les annotations qui sont nécessaires et la quantité d'exemples qu'il y a. Et puis à la fin, c'est quand même des milliards de paramètres. Hein, ChatGPT, je sais plus, c'est 190 milliards de paramètres, je crois. Donc ça reste quand même assez difficile à débugger. C'est-à-dire quand le truc marche pas, c'est difficile de savoir lequel paramètre il faut changer. C'est pas impossible, hein. Les gens disent que c'est une boîte noire. En fait, c'est juste extrêmement compliqué. Pour un humain, 190 milliards, c'est pas possible, mais c'est juste extrêmement compliqué. Et du coup, l'enjeu aujourd'hui, c'est voilà, des moteurs génératifs. Le problème, c'est que pour avoir toutes ces données à noter, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris des données qui étaient sur Internet, puisque c'était ce qui était disponible. Sauf qu'ils n'ont pas demandé à leurs auteurs s'ils pouvaient utiliser ces données pour faire apprendre leur machine. Et en plus, leur modèle mathématique du réseau, il peut être un peu original, mais globalement, ils se ressemblent un peu tous entre eux. Ce qui fait que l'originalité n'est pas dans le modèle mathématique, mais dans les exemples qu'il aura trouvés pour le faire apprendre. Et donc du coup, s'ils commençaient à dévoiler sur quoi ils ont appris, n'importe qui pourrait les copier. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il faut quand même une batterie de serveurs absolument hallucinante pour pouvoir faire apprendre un gros réseau de neurones, mais vous voyez le genre. Donc en fait, ils cachent un peu sur quoi les réseaux de neurones ont appris. Vous vous doutez bien que si vous faites apprendre votre réseau de neurones sur Twitter ou sur les émissions d'Arte, vous n'allez pas avoir le même genre de phrase à la sortie génération, quoi. Forcément, comme c'est un espèce de sage savant qui imite un peu sur quoi vous lui avez appris, il est très dépendant de votre base d'exemples. Donc du coup, voilà, c'est ça qui est important. Donc du coup, les enjeux qui en découlent pour ces technologies d'IA spécifiques, hein, qui sont utilisées pour les IA génératives d'images, de films, de textes, de tout ce qu'on voit, de code, dont on parlera juste après, c'est que cette base d'exemples, elle est inconnue. Donc je ne connais pas sur quoi ça a appris, donc je ne peux pas savoir quel biais il peut avoir éventuellement quand il va générer mon code ou mon texte ou mon image. Cette base d'exemples, en plus, elle n'a pas forcément respecté le droit d'auteur à l'origine, donc c'est un peu moche éthiquement, c'est pas super. Et puis quand je fais une requête, quand vous faites une requête ChatGPT, c'est l'équivalent, les scientifiques estiment, entre 6 et 10 requêtes Google. Donc on pourrait se dire, écologiquement, c'est quand même pas la fête, mais c'est pire que ça. Parce qu'en fait, il y a un effet rebond, c'est-à-dire que cet outil d'IA, on vous le met partout. Avant, quand vous vouliez faire une requête Google, vous allez sur Google, vous tapez votre requête. Mais là, en fait, vous tapez votre mail, vous vous rendez pas compte. En fait, il fait des requêtes instantanées au serveur de peu importe votre client mail, dans votre dos. Et donc, en fait, vous avez tapé un mail de 10 lignes, et en fait, il a peut-être fait 5 requêtes sans que vous le sachiez, si vous avez déclenché l'option ChatGPT aide-moi. Et donc du coup là on n'est plus sur, c'est pas 5 ou 10 requêtes Google, on est sur des centaines, des millions de requêtes qui sont générées automatiquement dans votre dos. Tout ça pour qu'il puisse prédire les 3 mots que vous allez taper dans la suite de votre mail. Voilà, donc écologiquement la question se pose, est-ce vraiment nécessaire de l'utiliser dans ce cas-là ? Donc c'est comme tout, il faut peser l'avantage, le gain et le coût, et puis réfléchir si c'est juste pour répéter des amis, est-ce que ça vaut le coup que je génère l'image ? Et les générations d'images, c'est beaucoup plus coûteux que le texte, hein, donc C'est encore pire. Voilà. Ok. Alors, c'est la dernière question de challenge, hein.
Voilà. Pas de problème. Celle-là, c'est la plus vicieuse. Ok. Ok. Voilà. Donc, on s'aperçoit qu'il y a un peu deux cultures de l'IA. Il y a une culture, on va dire, européenne, tu vois, où on va de plus en plus vers de l'éthique. On essaye de créer ça avec des bases de données propres, on va dire ça comme ça, même si, bon, ça sera quand même compliqué, on va dire. Et de l'autre côté, on a les États-Unis qui ont tout ouvert, en fait. En gros, ils ont presque dit, allez, on y va, on prend tout, on s'en fiche des droits d'auteur et tout. J'exagère un peu, mais on y est quasi presque à ce niveau-là. Est-ce que tu penses pas que, à force aussi de se poser trop de questions d'éthique, trop de questions culturelles, on va se faire tuer, en fait? Je te donne un exemple très concret. Imaginons demain, prenons de la production cinématographique, tu vois, ou d'animé, qui utiliserait une IA éthique verrouillée et qui produirait en Europe un dessin animé. Et prenons une boîte américaine qui aurait nos limites, en fait, là-dessus. Est-ce qu'à la fin, ils vont pas nous surpasser, en fait? Parce qu'en fait, le spectateur, lui, s'il n'est pas éthique, en fait, et Dieu sait qu'il y a plein de spectateurs qui sont pas éthiques, si le spectateur n'est pas éthique, il va forcément choisir le produit, en fait, le plus puissant. Donc, est-ce que l'éthique, je sais, c'est vicieux, mais est-ce que l'éthique et le fait de vouloir éthiser un peu l'IA, c'est pas aussi nous tirer une balle dans le pied? Alors, j'ai pas de solution en disant ça, hein. Je suis pas en train de critiquer non plus, hein, attention, hein. Voilà, je prends des gants. Mais est-ce que c'est pas aussi un danger aussi de ce côté éthique? C'est que, bah, je sais pas, on va le voir. Prenons les vidéos YouTube. En France, bah, ça va être bientôt presque interdit d'utiliser de l'IA, tu vois, pour faire de la vidéo YouTube, etc. Mais si aux États-Unis c'est totalement ouvert, peut-être qu'ils vont produire des contenus en vidéo YouTube qui seront ultra intéressants, enfin puissants, tu vois, et que en fait les viewers iront sur ces vidéos. Alors, il y a plein d'axes possibles pour répondre à cette question. La première, c'est il y a le côté éthique, mais il y a aussi le côté écologique. C'est-à-dire, si à un moment on continue de trop déconner, de toute façon, tout le monde sera rattrapé, ce sera plus une question d'éthique. Ça donnera juste plus du tout pour rien. Du coup, le problème sera résolu définitivement. On pourra peut-être même plus regarder de films et jouer aux jeux vidéo, comme ça au moins, tout le monde sera d'accord. Ça, c'est le premier axe. Deuxième axe, en fait, ces IA, imaginons en effet, les IA sont utilisées partout. Alors, il faut savoir que dans le jeu vidéo, on utilise les IA depuis longtemps, hein. Par exemple, au début fin des années 90, début des années 2000, on a des générateurs de forêts. Enfin, je veux dire, personne ne fait ses forêts à la main dans les jeux vidéo, hein, ça n'existe plus, quoi. Ça fait très longtemps. On a des systèmes procéduraux qui nous génèrent les forêts. Pareil pour les paysages, vous avez des montagnes, tout ça, tout est géré procéduralement. Ça ne peut pas dire que l'artiste ne peut pas le retoucher, hein, bien sûr, mais c'est des outils qui nous génèrent ça. Alors ces outils ils tournent sur des machines locales, ils n'ont pas utilisé des données obscures non éthiques. Donc il y a moyen de faire de l'IA et de rester et d'être performant pour la production et de rester éthique et écologique. Donc les deux ne sont pas antinomiques. Moi je pense que c'est ça qu'il faut que l'Europe aille. Il y a deux raisons à ça. Aujourd'hui, on n'est pas capable de suivre financièrement. C'est-à-dire qu'en gros, les Américains, leur modèle, et les Chinois c'est pareil, c'est de dire je vais mettre 500 milliards sur la table et je vais payer tellement de mecs qu'il y en a forcément un qui va trouver un truc. Ça n'a jamais été la force de l'Europe. Je ne pense pas que ce sera sa force demain. Et donc, je ne pense pas qu'il faut qu'on parte là-dessus parce qu'en fait, on n'arrivera jamais à s'aligner. Et de l'autre côté, il y a la Chine qui n'a pas d'argent mais qui, en gros, fait travailler grâce à d'autres carottes. Pareil, 1,5 milliard de personnes en leur disant ce serait bien qu'on soit fort en IA. Avec l'accès aux données qui est démentiel, parce qu'aux États-Unis, l'accès aux données est plus fort que chez nous, mais en Chine, c'est du délire. En Chine, ils ont accès à tous les réseaux sociaux, tout ce qui est informatisé, vos communications sur vos téléphones, les SMS que vous envoyez, tout ça. Donc, de toute façon, même les Américains, ils sont déjà mal barrés pour gagner contre la Chine. Donc, et en plus, si leurs scientifiques se barrent, ça ne va pas les aider. Ça, c'est un autre problème. Donc, de toute façon, ces deux pays-là, si on se base sur les mêmes... si on part du principe qu'on va se battre sur avec les mêmes armes qu'eux, franchement, j'y crois pas trop. Après, on a une force en Europe, c'est qu'on a des systèmes d'éducation qui sont très ouverts, qui forment des esprits assez créatifs, des gens qui gardent les esprits ouverts à plein de choses. Et aujourd'hui, on arrive dans des problématiques à résoudre pour le monde qui sont suffisamment complexes pour que il nous faille des idées nouvelles, quoi. On n'a pas trop de choix. Donc aujourd'hui, la force, à mon avis, notre force en Europe, c'est notre système éducatif pour tous, qui permet de faire émerger des esprits brillants. Et c'est pas parfait, mais c'est
pas trop mal. Et du coup, il n'y a qu'à voir les élites scientifiques européennes qui sont quand même renommées internationalement, hein. Ils vont bosser partout dans le monde. Donc voilà, ça c'est notre force. Ensuite, deuxième point important, quand il y a eu la course à l'IA qui a commencé, hein, le démarrage ça a été en 2014 et puis ça s'est accéléré petit à petit, puis avec ChatGPT ça a décollé encore plus vite. Il faut bien se rendre compte que ces personnes qui travaillaient dans l'IA, dans les grosses boîtes, elles ont fait fuiter leur modèle. C'est-à-dire que alors, vous pourriez dire ils se sont fait pirater tout ça, faut quand même pas exagérer, un truc comme ça, si ça fuite, c'est qu'il y a une volonté derrière de quelqu'un, hein. C'est pas totalement le hasard. Parce que ces grosses boîtes se sont dit, je vais aller plus vite en lâchant mon modèle en pseudo open source dans la communauté, qui va le faire évoluer, et ça évoluera toujours plus vite, même si j'embauche les 200 meilleurs chez moi, ça suffira jamais. Et surtout, ça me coûtera moins cher. En fait, il y a très peu de gens qui ont autant de temps et l'esprit ouvert que des étudiants, quoi. Enfin, on peut dire tout ce qu'on veut, mais quand quelqu'un fait une thèse, il a 3 ans où il va bosser que sur son truc, quoi. Et il va pouvoir consulter les meilleurs scientifiques du monde, échanger avec eux, s'inspirer de ceux qui ont... Enfin, c'est quand même une machine géniale. Et Internet, ça a démultiplié cette machine scientifique mondiale, quoi. Bon, après, il y a des perversions qui sont arrivées, mais peu importe. On va essayer de garder le côté positif. Et donc, du coup, ces grosses boîtes, elles ont fait fuiter ces informations parce qu'elles pensent... Et au fond, c'est ça notre force. C'est parce que nous, c'est un modèle qu'on utilise nativement, open source. C'est des choses qui peuvent être fortes. On a des États qui sont moins libéraux qu'aux États-Unis, mais quand même moins forts qu'en Chine. Mais on peut créer des solutions pérennes open source. On est plus communautaire, on a quand même un esprit social plus important. Donc on peut s'entraider. Les projets open source marchent bien en Europe, mieux que dans le reste du monde. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu autour de ça. Et aujourd'hui, la question qu'il faut qu'on se pose, là, le modèle américain, c'est lever toujours plus d'argent. Donc pour lever plus d'argent, il faut que je te fasse fantasmer, parce que sinon, qui va me verser l'argent si je te fais pas fantasmer? Si je te fais pas croire que je pourrais faire tout ce que tu me demandes demain, mais surtout après-demain, et puis encore après-demain. Mais t'inquiète pas, je vais y arriver. Remets-moi 500 milliards quand même, parce que là, on est bientôt. Et ça, au fond, ça marche en partie, mais on se pose pas les vraies questions. Donc il crée des outils généralistes parce qu'il faut convaincre le mec qui va mettre l'argent. Le mec qui va mettre l'argent, c'est pas un expert en IA, c'est pas un graphiste expert en production d'assets pour les jeux vidéo. C'est un mec lambda qui est patron. Et du coup, quand il tape ChatGPT et qu'il fait un truc et que ça lui génère un texte, il dit ah, trop génial, ça peut tout faire. Parce qu'ils ont réussi à bluffer. Et je dis pas que ça fera pas des trucs géniaux, ça fait des trucs déjà assez fantastiques, hein. Mais au fond, la vraie question qu'il faut qu'on se pose en Europe, c'est où sont les vrais outils qu'il nous faut, et donc se reposer la question, dans mon métier, c'est quoi les tâches pénibles où un ordinateur serait meilleur que moi, et créer ces outils-là, ces outils spécifiques, de manière éthique. Et c'est en se posant les questions sur les tâches qu'on peut remplacer dans certains métiers, et comment les remplacer avec ces technos qui arrivent de tous les sens, qu'on va pouvoir créer des outils plus efficaces, plus éthiques, et qui tourneront sur des machines normales, etc. Et puis en plus, il y a un autre truc important, hein, c'est que, à part quelques AAA qui se battent pour avoir des mondes toujours plus grands, avec toujours plus de monde et toujours plus d'assets plus beaux, Oui. il y a quand même un paquet de jeux où j'ai pas besoin de tous ces outils, où je peux me faire un truc sympa et qui marche bien. Et parce qu'avant tout, c'est une idée. Moi j'ai vécu l'ère où on est passé de la 2D mechouille avec des sprites avec des résolutions en 320 par 200 à l'ère du CD, hein, qui a révolutionné, où on avait des films dans tous les jeux, c'était plus que des trucs interactifs. Et puis après, à la 3D, avec les cartes 3D qui sont arrivées. Et après, il fallait toujours plus de 3D, toujours plus réaliste. Et le public demandait ça. Mais là, cette ère, elle est finie. Le public, il est prêt à jouer à n'importe quel jeu qui va l'intéresser aujourd'hui. Et c'est fini cette ère où il faut que ce soit toujours plus beau, toujours plus fort, toujours plus. Et donc, du coup, je pense que c'est une vraie chance pour les gens qui veulent faire des jeux, parce que il suffit d'avoir une bonne idée. Et puis, alors le problème, c'est le marketing maintenant. C'est qu'il y a trop de jeux, quoi. Pour que votre jeu soit joué, il faut qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. Pour que les gens s'y intéressent, il faut les amener à s'y intéresser. Et il y a tellement de jeux que malheureusement, c'est assez compliqué, quoi. Super, super réponse. Alors, on va finir avec une dernière partie que tu as un petit peu ouverte, parce qu'on pourrait jamais s'arrêter, hein, je pense, de parler pendant des heures. On va parler justement vraiment du jeu vidéo. Donc la question qu'on va se poser, c'est... alors, on a vu l'IA, tout ça, on est resté un peu en survol, mais dans le côté jeu vidéo, je rebondis sur ce qu'a dit le CEO d'NVIDIA, qui disait, dites à vos enfants de ne plus apprendre à coder parce que c'est fini, ça, maintenant l'IA va le faire. Alors... Moi, j'ai une théorie, hein, qui est peut-être un peu basique, mais comme tu l'as dit, pour train une IA, pour l'entraîner, il lui faut des modèles. Et pour le code, notamment, c'est vrai que tout le code source du web,
il est en ligne en fait. Donc l'IA peut apprendre très fort sur du code source web ou du code source classique, on va dire. Par contre, le jeu vidéo, moi je me suis toujours dit, bah les gars, bonne chance quoi. Parce que même nous, on essaye des fois d'avoir le code source d'un jeu AAA ou d'un jeu AA, et c'est quasi impossible. Alors, il y a des petites astuces où on peut défragmenter, reconstruire, mais c'est pas le vrai code source en fait. Donc déjà, il y a un problème de trend, parce que comment trade une IA avec du code source qui est pas accessible. Donc la vraie question c'est, est-ce que l'IA va tuer les métiers du jeu vidéo? Est-ce que l'IA va révolutionner le jeu vidéo? Est-ce que c'est un danger ou pas? Je sais, c'est large, mais on reste focus sur le jeu vidéo. Je sais que moi, il y a beaucoup de créateurs que j'interviewe, qui sont sur la communauté, tout ça, qui eux utilisent beaucoup l'IA aujourd'hui. Mais je trouve qu'ils ont une utilisation assez cool parce qu'ils n'utilisent pas l'IA pour, tu vois, fabriquer le jeu. Ils utilisent vraiment l'IA pour les guider, en fait, tu vois, pour dire, tiens, il y a tel concept, je l'ai pas compris, comment ça marche. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'IA du jeu vidéo? Est-ce qu'il y a vraiment un danger ou est-ce que c'est une foutaise, encore une fois? Alors, en fait, l'IA dans les jeux vidéo, c'est comme l'évolution de l'informatique en vrai. C'est-à-dire qu'au départ, l'informatique, c'était des trucs très compliqués, réservés à un petit panel de personnes qui s'intéressaient au code. C'était un peu rébarbatif, pénible. Les messages que nous sortaient les compilateurs étaient un peu obscurs. Du coup, bon. Et puis après, il y a eu un enjeu où il nous fallait plus de codeurs. Et donc, comme on se rendait bien compte que ça s'intéressait pas à tout le monde dans la population, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des langages plus simples. Et en fait, l'IA, c'est que l'évolution de ça, c'est un langage encore plus simple, où il n'y a même plus besoin de se formater un langage, en fait, il n'y a qu'à dire ce qu'on veut et il nous crache le code. Mais ça remplacera jamais les vrais codeurs, parce que ne serait-ce que pour faire tourner les moteurs d'IA, il faudra bien qu'il y en ait qui les codent. Donc au fond, enfin, je vois pas du tout l'ère des informaticiens bas niveau, enfin je veux dire qui touchent vraiment, qui comprennent vraiment ce qui se passe au fond. Il va pas disparaître, il en faudra toujours, ne serait-ce que pour faire les moteurs. Comme tu disais, les sources des moteurs elles traînent pas sur les IA, sur les GTT. Sachez cependant que quand vous utilisez un GitHub, ben vous aidez l'IA à apprendre sur votre code. Il faut quand même être honnête. Donc si c'est pas ce que vous voulez, si vous voulez pas enrichir Microsoft, vous n'êtes pas obligé d'utiliser GitHub. Et après, est-ce que ça va changer la façon dont on fait les jeux? C'est sûr, comme les générateurs de forêts ont changé la façon dont on faisait les forêts. Je veux dire, c'est fini. Avant, on avait des graphistes qui faisaient les branches et les feuilles. Ça a disparu. Aujourd'hui, il y a un mec qui prend une souris, qui peint une forêt et la forêt, elle apparaît, quoi. Donc, oui, c'est sûr que ça va changer la façon dont on fait les jeux. En fonction des outils qu'on arrivera à avoir, ça va changer. Moi, je crois toujours dans l'esprit créatif humain. On ne pourra pas le remplacer. Si vous voulez, on peut parler de la créativité rapidement, mais dans la créativité, il y a l'intention. C'est la première étape importante de la créativité. Or, l'IA, elle n'a pas l'intention. L'intention, c'est le prompt que vous tapez. Donc déjà, la première partie de la création, c'est vous restez maître. C'est-à-dire que l'initiation du truc, c'est vous qui l'avez, puisque c'est vous qui tapez le prompt. Donc déjà, dire que les IA sont créatives, c'est un peu bof. Ensuite, pour être créatif, il faut voir plein de choses. Il faut être très curieux. Alors les IA, comme elles lisent plus vite que vous, techniquement, elles sont un peu meilleures que vous. Ensuite, il faut être capable de combiner ces choses. Donc là aussi, comme elles calculent plus vite, elles combinent plus vite, donc techniquement, elles sont un peu meilleures que vous. Mais ensuite, il faut être capable de juger ces combinaisons, parce que dans toutes les combinaisons possibles et imaginables, il y a des trucs, c'est trop de la dope, quoi. Et donc là, l'IA, elle sait pas faire. Donc qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a fait apprendre sur des exemples, à juger ce qui était bien et pas bien. Donc, et là, c'est vous le maître encore, puisque c'est vous qui dites le prompt est mauvais, je vais le modifier un peu, je vais retaper. Et après, c'est pas fini. Dans la créativité, il faut en plus, après, derrière, expliquer, communiquer sur ce qu'on a fait sur notre œuvre, voir comment elle s'inscrit dans la société. Et ça, l'IA, d'abord, elle comprend pas très bien notre société, et ensuite, elle a du temps de retard, parce que le temps qu'elle apprenne, en fait, la société a évolué entre-temps. Donc du coup, elle anticipe pas, elle sent pas bien. On pourrait imaginer qu'on puisse faire apprendre des IA pour nous aider à mieux sentir la société, ce serait pas inimaginable. Mais tout ça pour dire que le processus créatif de création de jeu, certes, il va évoluer en termes de production, et ça va donner le pouvoir, c'est ce qu'on disait, ça va donner le pouvoir à des gens qui ont... Moi, je suis nul en dessin, ça m'arrive d'écrire souvent des scénarios pour les jeux de rôle, et ben c'est génial de pouvoir utiliser une IA pour illustrer mon scénario, je trouve ça génial. Alors bon, c'est moche, parce qu'éthiquement et écologiquement, c'est pas super, donc j'ai installé le truc sur ma machine pour éviter que ça coûte trop cher en énergie, etc. Mais c'est quand même un pouvoir de création colossal, quoi. C'est-à-dire que... Et il faut pas en avoir peur, mais il faut être conscient de tous les enjeux qui sont derrière et arriver à trouver des solutions pour que on puisse le faire de manière sereine et pourquoi pas en discussion avec les artistes. Et puis si les IA remplaçaient tous les artistes, ce serait moche, parce que l'IA apprendrait sur elle-même. Ça ferait un espèce de gloubi-boulga où il finirait que par apprendre sur des trucs qu'il a lui-même générés.
Là, dans les scientifiques, on se moque parce qu'il y a un article scientifique qui disait combien de personnes utilisent des outils d'IA pour les aider dans leur demande de subvention. Et du coup, le score était colossal, c'est 60%, je crois. Et donc, du coup, la réflexion a été poussée plus loin en disant mais les mecs, ils lisent des dossiers. Les dossiers sont tellement chiants à lire, ça se trouve, ils les font synthétiser par une IA. Donc, en gros, il y a une IA qui te génère le dossier, qui est synthétisé par une autre IA pour que le mec derrière puisse juste voir ta subvention ou pas. Donc, on voit qu'on arrive dans des mondes de débiles où on a perdu l'essence de à quoi ça servait au début, quoi. Et ça, dans le jeu vidéo, de toute façon, s'il n'y a plus d'essence, si le jeu a plus de cohérence, ça marchera pas. Les gens joueront pas, ils seront pas dupes. Super. Ah, écoute, on est à la fin. On va stopper là-dessus, sinon on s'arrêtera jamais. Voilà. Donc écoute, je vais te laisser le mot de la fin juste après, mais déjà merci, Axel. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. C'était très sympa. Ça permet d'éclairer, etc. Je rappelle, Engmin, n'hésitez pas, etc., etc., etc. S'il y a des questions, vous pouvez les mettre en commentaire dans la vidéo, ou même si tu restes un peu sur le Discord. Alors, je sais que tu es très occupé, etc., mais les gens ne harcèlent pas sur le Discord. Si les gens me pingent, Ouais. j'ai mis Axel comme pseudo, comme ça c'est facile à retenir. Si les gens me pingent, je répondrai. J'essaie de répondre. Ok, pas de souci, merci à toi. C'était un pur plaisir. Et puis, je vais te laisser le mot de la fin. Ce que tu veux sur toi, l'école, le jeu vidéo, l'IA. T'as le mot de la fin, c'est parti. Et merci surtout à toi, parce que c'est sympa de pouvoir s'exprimer. Et puis, ces IA, c'est beaucoup de fantasmes, et je pense que c'est important qu'on remette les choses au cœur de ce que sont vraiment. Puis ça fait partie des missions, la vulgarisation scientifique. Donc voilà, donc je pense que ce qu'il faut, c'est comme d'habitude, il faut pas être effrayé par le futur, ça peut faire peur, mais il faut se renseigner. L'éducation, c'est le seul remède à tous les maux de la planète. Donc Apprenez, quoi. Apprenez. apprenez, et l'éducation, c'est la chose qui vous protège contre la manipulation, contre la propagande, donc il faut apprendre, il faut faire ses avis personnels, il faut prendre de la distance. L'IA va aussi servir à générer plus de bullshit sur Internet. Là, moi, le principal truc de l'IA que j'ai remarqué, c'est les relances téléphoniques de pubs obscures qui sont maintenant des moteurs d'IA, donc ça leur coûte encore moins cher qu'avant. Voilà où on en est, c'est ça la vraie utilisation de l'IA aujourd'hui. Je suis consterné. Ok, merci à toi Axel, c'était un plaisir. Ciao tout le monde, à bientôt. Ciao.